Comment l'économie politique est-elle simplifiée grâce à cette tripartite? Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien, moi également, je me porte très bien. Alors comme vous le savez, ma dernière vidéo était axée sur l'économie politique, mais cette fois-là c'était dans une logique d'établir tout simplement la séparation entre elle et puis la politique économique. Donc nous étions juste à la recherche de la ligne de démarcation entre l'économie politique et puis la politique économique. Si vous voulez en savoir davantage, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver cette vidéo. Aujourd'hui également, je reviens sur l'économie politique, mais cette fois-ci, c'est dans une logique de vous la faire comprendre grâce à cette tripartite dont je vais vous dévoiler le contenu tout à l'heure. Alors, cette tripartite vient juste dans un contexte de simplifier encore davantage votre compréhension de l'économie politique, parce que nous sommes tous toujours dans la même logique. Alors, cette tripartite ethnique, ça a été mis en place par un grand économiste, un grand penseur français, nommé Jean-Baptiste Say, dans un grand ouvrage intitulé « Les traités de l'économie politique ». Alors, ce grand penseur, dans cette œuvre, il a tout simplement fragmenté sa pensée en trois blocs, en trois compartiments. Et ces trois blocs ont constitué pratiquement le socle ou la base de toute sa grande contribution en économie politique. Et aujourd'hui, les gens vont peut-être dire, comme c'est une pensée ancienne, et donc ma vidéo risque d'être un peu nostalgique. Pourquoi est-ce que je m'appuie sur cette pensée alors que ça date d'il y a bien longtemps? Parce que Jean-Baptiste Say a vécu entre 1767 et puis 1832. Donc ça date vraiment d'il y a longtemps. Mais pourquoi est-ce que je reviens sur ça? Donc la question qui mérite d'être posée de savoir, pourquoi suis-je revenu sur cette pensée de Jean-Baptiste Say en dépit du fait que ça date d'il y a longtemps? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous savez, lorsque vous analysez la configuration des économies du monde aujourd'hui, vous allez constater que cette pensée de Jean-Baptiste Say continue encore à respirer. Cette pensée constitue aujourd'hui pratiquement la base de plusieurs analyses économiques et financières dans le monde. Cette pensée est encore enseignée aujourd'hui dans les universités du monde. Donc cette pensée est encore vivante et active. D'où je disais qu'il était très important de pouvoir venir vous la partager, les mettre à votre disposition. Une note très importante, c'est que la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo relais de la pensée ou bien des analyses de Jean-Baptiste Say, non pas du tout. Nous allons plutôt utiliser la pensée de Jean-Baptiste Say comme une base, comme une référence, comme un tremplin. Mais les analyses que je vais avancer ici sont des analyses qui sont purement liées à notre casquette d'économiste. Donc ce sont des analyses indépendantes à la pensée de Jean-Baptiste Say. Mais la pensée de Jean-Baptiste Say va nous servir tout simplement des lumières pour pouvoir analyser justement. Alors, depuis sa prise de forme en 1615 avec Antoine Léman Chrétien, dans le cadre du traité de l'économie politique, vous savez que l'économie politique a été au cœur de beaucoup de débats, de beaucoup de discussions, de beaucoup de batailles, d'idées, de pensées entre plusieurs grands économistes du monde, entre plusieurs écoles de pensée. Et c'est à la suite même de ces différents débats que l'économie politique a connu plusieurs mutations, plusieurs changements en termes d'interprétation, en termes de contenu, etc. Mais dans ces différents rouages, dans ces différents changements, en fait, l'interprétation qui s'est vraiment inscrite dans la durée, celle qui s'est gravée sur le marbre, c'est justement celle de Jean-Baptiste Say que vous allez retrouver aujourd'hui dans la quasi-totalité d'ouvrages d'économie politique, que vous allez retrouver dans les bouches de beaucoup d'économistes aujourd'hui dans le monde. Et nous n'allons pas l'analyser de manière globale, au risque de ne pas vous faciliter la tâche pour la comprendre facilement. Mais nous allons creuser à l'intérieur de cette pensée. Nous allons creuser à l'intérieur de ces trois blocs. Nous allons analyser chacun de ces blocs de manière isolée, en vue d'avoir une vue claire sur chacun d'eux. Après, lorsque nous aurons opéré les ramifications entre tous les trois, que nous puissions avoir une idée générale de ce que c'est cette tripartite et ce que ça représente en termes de compréhension, en termes de facilitation de l'économie politique. Alors, qu'est-ce qu'est la production? Alors, vous devez retenir que la production, c'est juste l'ensemble de biens et services qui sont obtenus dans une économie au cours d'une certaine période grâce ou bien à la suite de toutes les activités qui sont exercées par toutes les unités productives disponibles dans cette économie. Et donc, il ne s'agit pas ici de particulariser les faits en parlant d'un côté du secteur privé et de l'autre côté du secteur public. Non, pas du tout. Il s'agit de ce que le pays a obtenu en termes de quantité au cours d'une certaine période dans tous les secteurs confondus. Alors, la production est d'une importance si capitale qu'elle devient presque la condition nécessaire de l'existence d'un État, de l'existence d'une nation et la condition même de notre survie, de notre subsistance. Parce que vous savez, notre santé, notre croissance physique dépendent à grande proportion de l'alimentation. Or, cette alimentation est le fruit de la disponibilité de la production.
Parce que justement, dans cette production, nous retrouvons de biens et services qui sont susceptibles de répondre aux besoins fondamentaux auxquels sont confrontés les humains au sein de la société. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont munis d'une certaine faculté, d'une certaine capacité apte à satisfaire nos besoins, à nous procurer la satisfaction. Et même lorsque nous accordons de la valeur à ces biens ou à cette production, c'est tout simplement parce que cette production contient cette faculté-là à satisfaire nos besoins. Et cette faculté, je vous informe, c'est ce qu'on appelle justement en économie l'utilité. C'est à titre d'information, dans mes prochaines vidéos, je reviendrai sur ça dans les détails. Même lorsqu'il faut calculer les différents indicateurs qui sont relatifs à l'évaluation de l'état de santé d'une économie, mais parmi les indicateurs qui sont mis en avant-plan, je crois que vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de la croissance économique. Or, la croissance économique est un indicateur qui est lié à la quantité de la production, donc lié à la production. Donc, pour vous démontrer à combien la production est d'une importance vraiment capitale. Alors, la production, en dépit du fait qu'elle conditionne un certain nombre d'éléments au sein de la société, au sein d'une économie, elle-même ne reste pas indépendante. La production est dépendante d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de paramètres. Ces éléments doivent être combinés, doivent être mis en machine, doivent être mis en scène pour que la production soit possible. Donc, ces variables rendent possible l'effectivité de la production. Et ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle en économie les facteurs de production. Donc les facteurs de production ou les intrants ou encore les inputs. Alors, comme vous le voyez juste ici, je vais l'illustrer de façon un peu plus mathématique pour que nous comprenions dans les détails. Alors, comme vous le voyez ici, il s'agit de x égale à f de n, de t et puis de c. Alors, ces lettres ne sont que les lettres représentatives de ces facteurs de production. Alors ici, j'ai les recense au nombre de 3, c'est-à-dire le N qui représente la nature, le T qui représente le travail, et puis le K qui représente le capital. Mais ne vous inquiétez pas, et puis faites très attention parce que dans beaucoup d'ouvrages d'économie aujourd'hui, vous n'allez pas forcément retrouver ces 3 facteurs de production. Dans beaucoup d'ouvrages d'économie, vous allez plutôt retrouver 2 facteurs, parce que la plupart des économistes ont tendance à fusionner la nature avec le capital. Donc, on vous parlera de 2 facteurs de production, capital et travail, au lieu de parler de 3 facteurs de production. Et en plus, vous n'allez pas forcément retrouver ces mêmes lettres que moi, j'illustre ici. Vous n'allez pas forcément retrouver toutes ces 3 lettres. Vous allez retrouver peut-être d'autres lettres, mais le plus important est de savoir qu'il s'agit des facteurs de production et qui sont généralement recensés au nombre de 3. Alors, pourquoi maintenant la présence de la nature pour conditionner la production ? Eh bien, tout simplement parce que l'homme, pour produire, l'homme a besoin de l'espace, l'homme a besoin de la terre, l'homme a besoin de l'air, l'homme a besoin de l'énergie, de la lumière, l'homme a besoin de l'eau. Or, tous ces éléments-là, l'homme ne peut les trouver que dans la nature pour pouvoir produire. Alors, pourquoi le travail? Mais le travail, tout simplement parce que ici, nous invitons l'intelligence de l'homme, les savoir-faire de l'homme, ses capacités, afin de dominer sur la nature, afin d'y puiser ce dont il a besoin pour pouvoir produire. Bon, par ailleurs, l'on considère aussi le travail ici comme l'ensemble de toutes ces capacités que l'homme met à la disposition de l'industrie, met à la disposition de l'entreprise afin d'obtenir une productivité de plus en plus élevée. Alors, pourquoi le capital? Le capital, tout simplement parce que seul l'homme avec la nature ne suffisent pas pour qu'on obtienne des productions, exemple dans une optique d'abondance. C'est-à-dire si on veut produire à des quantités importantes pour répondre à des besoins importants au sein de la société, il faudra utiliser justement des moyens qui puissent permettre de produire en grande quantité. Et pour cela, l'homme va recourir au capital. Le capital ici est d'abord vu, d'une part, en termes d'équipement, des outils, des machines sophistiquées que l'homme mettra à la disposition de son entreprise ou de son industrie pour pouvoir produire à grande échelle. Mais c'est aussi vu, d'autre part, comme étant les moyens financiers qui peuvent être mis à disposition pour pouvoir rendre possible la production. Donc ce sont ces 3 variables ou ces 3 paramètres ou ces 3 facteurs qui sont en tout cas la condition nécessaire de l'effectivité de la production. La production ne peut être possible sans que ces 3 facteurs puissent exister. Dans la répartition, il ne s'agit pas ici de répartir le bien, la production, répartir la production entre tous les membres de la société, entre toutes les couches sociales. Non, faites attention. Faites très attention. Ne confondez pas la répartition de la redistribution, dont j'aborderai d'ailleurs dans mes prochaines vidéos. Dans la répartition aussi, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de la répartition des revenus. Attention, il s'agit de la répartition des revenus sécrétés par la production. Par production au profit de tous les facteurs de production qui ont pris part au processus de production. Ça veut dire quoi? La production, comme nous l'avons dit, bien qu'elle est dépendante des facteurs de production, mais ces facteurs de production sont exploités en sa faveur. Ça veut dire que les facteurs de production sont utilisés au maximum pour pouvoir obtenir la production. Et en contrepartie, il est versé des rétributions à tous ces facteurs de production au regard de leur niveau d'exploitation pour obtenir la production. Et donc, vous verrez, par exemple, pour la nature, il sera versé par exemple des rentes. Des rentes à la suite de l'exploitation de la terre. Et ces rentes seront perçues par des personnes à qui l'État reconnaît les prérogatives de pouvoir percevoir ces rentes. Et bien, pour le travail, par exemple, il sera versé des salaires aux travailleurs ou au personnel à la suite de l'exploitation de la main-d'œuvre, parce que les gens ont été utilisés, les forces de l'homme ont été utilisées pour produire. En contrepartie, il lui sera versé des salaires. Parce que le capital avait été utilisé, eh bien, il lui sera versé des intérêts parce que le capital avait été utilisé. Donc, on rétribue tous les facteurs de production parce qu'ils ont participé à ces processus de production. Et donc, ce ne sont pas toutes les couches sociales qui vont bénéficier de ces revenus qui sont sécrétés par la production, mais exclusivement cette catégorie. Maintenant, la question que vous allez me poser peut-être, c'est de savoir, mais que feront maintenant tous les autres membres de la société qui n'ont pas pris part à ces processus de production? Ah, c'est ici où le concept de redistribution prend son sens. Mais je ne l'aborde pas aujourd'hui. Je vous promets que dans mes prochaines vidéos, je l'aborderai. Abonnez-vous tout simplement à la chaîne, vous n'allez rien rater. Je vais revenir sur ça pour vous démontrer comment est-ce que l'État fait en sorte que même ceux-là qui n'ont pas participé au processus de production puissent bénéficier du fruit de la production nationale. Alors la consommation, ça c'est une phase très importante. Parce qu'ici, et les producteurs et nous qui sommes consommateurs, sommes tous consommateurs. Même ceux qui produisent ont besoin de consommer. Donc c'est une phase très importante parce que nous tous, nous constituons au même moment les débouchés pour la production qui est disponible sur le marché. Et les entrepreneurs utilisent même la consommation, mais cette fois-là, transposée sous forme de demande pour déterminer leur volume de production, c'est-à-dire la quantité qu'ils vont produire, qu'ils vont disposer sur le marché, et les volumes de main-d'œuvre qu'ils auront besoin pour pouvoir produire. Ils tiendront compte de ce qui peut être probablement consommé au regard de la demande qui est exprimée sur le marché. Donc, grâce à la consommation, on peut également évaluer quels sont les écarts sociaux qui existent en termes de consommation de la production nationale lorsqu'il faut s'appuyer sur la redistribution au sein de la société. La consommation se traduit aussi, ça vous allez retrouver ça dans beaucoup d'ouvrages aussi, on vous parlera de la destruction non pas de biens qui ont été produits, mais plutôt de l'utilité qui est contenue dans la production. Parce que je vous ai dit que la production se traduit aussi par le fait qu'il y ait la présence de l'utilité à l'intérieur de ces biens et services. C'est pourquoi l'homme accorde de la valeur à cette production. Et maintenant, lorsque nous consommons, nous ne détruisons pas ce qui a été produit, les matières qui ont été produites, mais nous détruisons plutôt l'utilité qui est intégrée à l'intérieur de cette production. Donc c'est ça l'essence de la consommation. Donc la consommation traduit la perte d'utilité, la perte de valeur d'un bien ou d'un service qui a été produit. Alors, ces trois éléments, ces trois blocs, lorsqu'ils sont mis ensemble, constituent justement cette tripartite-là, parce qu'il y a trois éléments. Il y a la production, il y a la répartition et il y a la consommation. Chers amis, vous allez retrouver ces éléments dans la majorité d'ouvrages d'économie, ces trois éléments. C'est pourquoi je vous ai dit, la pensée de Say est une pensée ancienne, mais c'est une pensée qui continue à vivre et à respirer encore jusqu'à nos jours. Parce que dans la majorité d'ouvrages d'économie, vous allez retrouver ces trois éléments. Et je vous donne, ça c'est un secret que je vous donne, c'est que n'allez pas trop loin. Faites focus sur ces trois concepts, la production, la répartition et puis la consommation. Vous allez vous rendre compte comment vous allez maîtriser les contours de l'économie, les fondamentaux de l'économie. Quant à moi, je vous dis, à la prochaine, n'oubliez pas d'insérer dans le commentaire ce dont vous disposez et que vous trouvez qu'il est important que nous puissions l'aborder dans cette chaîne. Et puis, si vous avez des contributions à apporter, vous n'avez qu'à les insérer dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans la description. Vous allez retrouver le panel de formations dont vous avez besoin, en tout cas dans plusieurs domaines. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.